Le Sérapion est associé aux sphères Azaziz car il existe une sorte de lien avec une intelligence céleste et ce que ces structures souterraines représentent réellement. Les boîtes Serapium restent parmi les mystères masses les plus étonnants de la planète. Chaque détail de ces 24 boîtes en granit semble étrange et énigmatique, regorgeant d'irrégularités inexpliquées. Découverte en 1850 par l'égyptologue française Augusta Marotte dans une vaste nécropole souterraine aux étroits du passage de Sakura, les boîtes de sapam fascinent les chercheurs modernes. On pense qu'il s'agit de sarcophages ou de cercueils pour des taureaux sacrés, apis. Leur précision irréprochable, leurs angles aigus, leur poids énorme et leur emplacement souterrain ont laissé archéologues, ingénieurs et historiens perplexes. Aujourd'hui encore, les technologies les plus avancées et les outils biotiques de forage à pointe de diamant trembleraient devant l'immense défi que représente l'excellence mathématique des boîtes en Sérapium. Comment une ancienne civilisation égyptienne pouvait-elle, utilisant des outils et des ciseaux en cuivre, tailler et façonner du granit massif avec une telle précision? Comment ces 24 coffres massifs, pesant chacun entre 70 et 100 tonnes, ont-ils été transportés jusqu'au site, puis parfaitement alignés et placés dans leur niche? Les archéologues suggèrent que le Sérapum de Sakura servait de complexe funéraire pour les taureaux sacrés Apis, considérés comme des manifestations vivantes du dieu Ta. Mais pourquoi les Égyptiens auraient-ils déployé des efforts aussi colossaux, tant en termes de travail que de manipulation et de savoir-faire? Pour enterrer de simples taureaux morts, même considérés comme divins? Cela paraît excessif. Taillés dans d'énormes blocs de granit, les Sérapiums reposent à des kilomètres de profondeur dans des tunnels souterrains, présentant des angles de 90 degrés d'une perfection étonnante. Les bâtisseurs de l'Antiquité ont atteint une précision géométrique exacte sur les parois intérieures des Sérapiums, même sur des portées de 3,35 mètres. La maîtrise des mathématiques nécessaire à la fabrication de ces boîtes est véritablement extraordinaire, et les calculs modernes montrent que leurs dimensions varient de quelques millièmes de pouces seulement. Un niveau de précision quasi impossible à reproduire. Comment les anciens Égyptiens, utilisant des outils en fer, en bronze et en cuivre, parvenaient-ils à une telle précision? Et quelle était la véritable fonction historique du Sérapium de Saqqara? Les explications classiques des archéologues reconnus sont truffées de lacunes aussi immenses que les grandes pyramides elles-mêmes. Les égyptologues datent généralement les structures anciennes à l'aide d'inscriptions ou de gravures. Par conséquent, la datation généralement admise des boîtes de Sarapum repose sur les marques grossières et maladroites, gravées sur certaines d'entre elles. Ces marques ont été datées d'environ 3000 avant Jésus-Christ. Cependant, les hiéroglyphes sur ces boîtes spécifiques apparaissent rudimentaires et ne présentent pas le polymiroir originel du granit. De nombreuses micro-rayures et marques d'outils témoignent également du glissement des ciseaux sur la pierre dure. Imaginez construire ces coffrets en granit, d'une complexité et d'une précision stupéfiantes, pour ensuite laisser un amateur y apposer des gravures grossières. Ces gravures, dignes d'un graffiti, ne sauraient rivaliser avec le savoir-faire exceptionnel et la maîtrise mathématique dont témoignent les coffrets en Sérapium. Et si ces boîtes avaient été créées à une autre époque, puis gravées par une culture totalement différente? Le mystère demeure, quelle que soit l'époque antique à l'origine de ces boîtes. Comment la simple force humaine aurait-elle pu accomplir un tel exploit architectural? Plus nous explorons les détails qui les entourent, plus le mystère s'épaissit. Au lieu de réponse, la réalité qui se cache derrière ces boîtes devient encore plus déconcertante. D'après les chercheurs et les archéologues, le granit utilisé pour certaines boîtes en sapium ne provient même pas des carrières proches de Saqqara. En réalité, la majeure partie de ce granit est issue de carrières situées dans le désert oriental égyptien, une région sans cours d'eau, ce qui la relie à Saqqara. Le voyage couvre près de 300 km de montagnes escarpées et de terrains accidentés. Imaginez déplacer un seul bloc de granit sur une telle distance, sans outils modernes, sans machines, entraînant chaque bloc individuellement sur des planches de bois. Cela vous semble-t-il vraiment réalisable? Cependant, tous les coffres n'étaient pas fabriqués à partir de ce granit du désert oriental. Certains étaient détaillés dans du granit provenant d'Aswan, situé à environ 500 mètres de Saqqara.
Bien que les deux localités soient reliées par le Nil, imaginez le poids de l'une de ces pierres extraites, chargée sur une barque vers 3000 avant Jésus-Christ. Sachant que chaque coffre, une fois terminé, pèserait entre 70 et 100 tonnes, les scientifiques estiment qu'un seul bloc de granit brut pour un sarcophage aurait pesé plus de 200 tonnes. Les égyptologues décrivent souvent d'énormes pierres placées sur des traîneaux en bois, du sable étant répandu dessous pour faciliter leur déplacement. Mais compte tenu de la taille colossale et du poids considérable de ces boîtes, ces explications perdent rapidement toute crédibilité. Plus troublant encore est ce coffre inachevé abandonné au milieu d'un tunnel, sans aucun traîneau en bois pour le soutenir. Sans machinerie, même des centaines d'hommes travaillant ensemble auraient du mal à déplacer un tel bloc, et pourtant, autant de personnes ne pourraient physiquement pas tenir dans les étroits tunnels. L'examen de ce coffre en particulier révèle plusieurs indices cruciaux sur le processus de construction. Premièrement, le tunnel n'est que de 60 cm plus large que la pierre elle-même, ne laissant aucune place pour la main-d'œuvre nombreuse supposée nécessaire pour pousser un poids aussi immense. Deuxièmement, le coffre reste inachevé, ce qui montre que les travaux n'ont pas été terminés en surface. Au lieu de cela, les bâtisseurs transportaient de la pierre dans ces tunnels exigus pour la tailler, la raffiner et la polir. Finalement, cette boîte laisse supposer que le projet fut brutalement abandonné pour une raison catastrophique. Certains couvercles sont manquants et un couvercle massif gît tristement près du tunnel d'entrée. De toute évidence, ces boîtes ont été laissées sur place à différents stades de construction. Imaginez maintenant cet environnement de travail. Des tunnels étroits, certains offrant moins de 30 cm de hauteur libre, des ouvriers, façonnés du granit dur à l'aide de scies et de ciseaux, générant d'épais nuages de poussière piégés sous terre, quasiment sans ventilation. L'air aurait été saturé de poussière. Pourtant, c'est ici, semble-t-il, que les anciens Égyptiens atteignaient l'étonnante précision que l'on retrouve dans les boîtes d'Api. Comment travaillons-nous aujourd'hui le granit de cette taille? Les méthodes méthodes modernes utilisent des explosifs pour extraire d'énormes blocs qui sont ensuite remontés des carrières escarpées à l'aide d'engins lourds et découpés avec d'immenses scies hydrauliques. Malgré les technologies actuelles, la plupart des gens hésitent à travailler des blocs aussi imposants. C'est tout simplement trop difficile et exigeant une main-d'œuvre considérable. Les théories les plus courantes attribuent aux Égyptiens leur habileté avec les outils manuels. Mais même aujourd'hui, tailler, percer et façonner une boîte de ce type représenterait un défi colossal. Pour reproduire ces boîtes de nos jours, des experts auraient même besoin d'une main-d'œuvre considérable et de machines sophistiquées. À l'aide d'outils modernes, de perceuses mécaniques, de scies et d'instruments de sculpture de précision. Le processus commencerait par l'extraction d'un unique bloc massif dans l'est de l'Égypte, son transport jusqu'à Saqqara, son évidement à l'aide de machines, le maintien d'une géométrie précise grâce à des instruments de mesure de pointe. La découpe des couvercles dans ce même bloc, le polissage de chaque surface et enfin son enfouissement sous terre. Réaliser tout cela il y a des milliers d'années en utilisant uniquement la force musculaire humaine est stupéfiant. Les ingénieurs modernes suggèrent même que manipuler un bloc de cette taille serait quasiment impossible. Ils obtiennent donc pour la construction d'une boîte à partir de 6 petits blocs de granit plutôt que d'un seul monolithe. L'examen des boîtes sans sérapum révèle clairement qu'une force supérieure à la simple force humaine a été nécessaire. Creuser ces blocs gigantesques aurait exigé non seulement un travail manuel colossal, mais aussi des compétences de taille de pierre très pointues, qui restent un défi même aujourd'hui. L'épaisseur uniforme des parois est tout aussi énigmatique, laissant archéologues et historiens sans explication satisfaisante. L'extérieur lisse et poli des boîtes est déjà remarquable, mais l'intérieur est encore plus stupéfiant. Parfaitement réfléchissant, il conserve un éclat vitreux sans aucun polissage moderne. Ces boîtes continuent d'émerveiller experts et amateurs. Les chercheurs notent que les tailleurs de pierre de cette époque n'utilisaient probablement pas de techniques abrasives. Ils auraient plutôt employé une solution chimique pour obtenir le fini réfléchissant. Des résidus durcis
trouvés à la base de certains couvercles suggèrent l'utilisation d'une formule aujourd'hui disparue. Malgré des dommages évidents et des couvercles détruits par d'anciens pillards, l'intérieur du coffret de Capium révèle une perfection extraordinaire, plan, lisse et poli. Les artisans n'ont manifestement pas négligé l'intérieur. Pourtant, tous ces efforts ont été déployés uniquement pour abriter des taureaux momifiés. La précision physique, la géométrie irréprochable et l'absence de fractures dans la pierre incitant à remettre en question les explications traditionnelles. L'utilisation de meules de pierre pour creuser l'intérieur des cercueils aurait fissuré le granit, et le travail manuel d'extraction de telles quantités de pierre aurait exigé un temps considérable. Si l'on accepte les théories archéologiques classiques, il faut admettre qu'une civilisation ancienne, dépourvue de machines et de technologies modernes, extrayait d'énormes blocs de granit de l'est de l'Égypte et d'Assouan, les transportait sur des centaines de kilomètres jusqu'à Saqqara, puis les façonnait en coffrets aux formes géométriques parfaites, destinés à inhumer des taureaux momifiés. Mais pourquoi construire des cercueils aussi imposants pour des taureaux? Étaient-ils destinés à améliorer le confort des momies? La taille des coffrets varie, mais les plus grands mesurent plus de 2 mètres de large et 4 mètres de long. Si le confort était l'objectif, pourquoi retrouve-t-on d'autres taureaux dans de simples sarcophages en bois non loin du sapium de Saqqara? Les pharaons eux-mêmes étaient souvent enterrés dans des cercueils étroits, à peine assez grands pour contenir leur corps. Le confort dans l'au-delà n'était donc guère une priorité. Ces faits sont incohérents. Autre énigme, le choix du granit. Pourquoi ne pas avoir utilisé du calcaire, matériau de prédilection pour de nombreuses autres constructions égyptiennes? Les boîtes Sarapum étaient enterrées sous terre, protégées des intempéries. Le calcaire aurait donc suffi. Le calcaire épistotase est plus tendre, plus facile à travailler, plus léger et abondant dans les carrières voisines. Son utilisation aurait considérablement réduit la main-d'œuvre nécessaire à l'extraction, au transport et à la construction. Pourtant, les Égyptiens ont parcouru des centaines de kilomètres pour s'approvisionner en granit. Une explication fascinante nous vient du cosmologiste russe Konstantin Borisov. Le granit est idéal pour les contenants hermétiques. Dense, non poreux et riche en cristaux de quartz, il peut générer une charge électrique sous l'effet de contraintes mécaniques. Borisov émet l'hypothèse que ces boîtes n'étaient pas de simples cercueils, mais auraient pu fonctionner comme des batteries géantes. Soumises à une pression immense, elles auraient pu produire une tension suffisamment forte pour ioniser l'air et potentiellement le rendre luminescent. L'absence de suie ou de traces de brûlure à l'intérieur des tunnels confirme l'hypothèse que des torches n'étaient pas utilisées sous terre. Cela pourrait-il expliquer pourquoi les bâtisseurs antiques ont déployé des efforts considérables pour transporter d'énormes blocs de granit jusqu'à Saqqara. Avec des couvercles pesant près de 30 tonnes, ces boîtes auraient pu servir de chambre de pression pour un processus scientifique complexe. Un croquis du 19e siècle corrobore l'idée de Borisov. Il montre des piles de pierres placées sur les couvercles, apparemment pour amplifier la pression et emprisonner leur contenu. S'il s'agissait simplement de cercueils, pourquoi ajouter du poids? Les taureaux momifiés n'allaient pas être déplacés. Quel procédé a nécessité des mesures aussi extrêmes? Pourquoi fallait-il exercer une pression supplémentaire sur les couvercles? Les égyptologues décrivent des centaines d'artisans travaillant dans des tunnels sombres et poussiéreux, traînant d'énormes blocs de granit à travers d'étroits passages et les centrant avec une précision parfaite. Puis, répétant ce processus 23 fois de plus. La motivation et la détermination requises suggèrent une fonction bien plus profonde que celle d'un simple lieu de sépulture pour taureaux, laissant entrevoir un dessein beaucoup plus vaste et mystérieux derrière ces boîtes en sérapium. Ainsi, si l'on combine les découvertes de Borisov avec les recherches d'ingénieurs comme Christopher Dunn, l'hypothèse selon laquelle ces boîtes en sérapium auraient servi de gigantesques batteries commence à se confirmer. Les recherches approfondies de Dunn suggèrent que les grandes pyramides de Gizeh n'étaient pas de simples monuments. Il s'agissait de machines à capter l'énergie, conçues pour produire de l'électricité pour la civilisation égyptienne antique. Cette perspective soulève naturellement la question de savoir si les idées de Graham Hancock sur les architectes préhistoriques ne seraient pas en réalité plus plausibles que les explications archéologiques classiques. Les bons.
Théories de Hancock sont controversées. Elbain propose l'existence d'une civilisation technologiquement avancée ayant existé avant l'histoire écrite, avant d'être détruite par un cataclysme. Il citait des textes culturels et religieux du monde entier, dont beaucoup font allusion à un grand déluge. Et si ce déluge avait anéanti une civilisation bien plus avancée que les Égyptiens, ne laissant derrière elle que des vestiges technologiques que les civilisations ultérieures, travaillant avec des outils et des ciseaux en cuivre, n'auraient pu que partiellement comprendre. Et si l'humanité avait jadis atteint un niveau de maîtrise technologique avant d'être contrainte de tout recommencer, notre compréhension des civilisations anciennes et des structures mégalithiques pourrait-elle être obscurcie par une vérité bien plus vaste et inimaginable? Que l'humanité ait déjà existé, possédant machines, énergie et technologie. Pour le grand public, l'idée d'une civilisation avancée disparue peut paraître farfelue. Mais réfléchissons-y. Les explications courantes, qui s'appuient souvent sur des ciseaux à granit pour créer des boîtes hermétiques et géométriquement parfaites, sont-elles vraiment plus crédibles? Les archéologues n'ont pas encore expliqué de manière convaincante les incohérences et les lacunes logiques. Et les historiennes modernes constatent souvent que les théories conventionnelles sont insuffisantes face à la logique. Ceci nous amène à une idée fascinante. Peut-être les anciens Égyptiens n'ont-ils pas construit les sérapiums. Ils les ont peut-être hérités, comme nous héritons aujourd'hui des vestiges antiques. Ils n'en comprenaient peut-être pas la fonction et les utilisaient pour abriter des taureaux momifiés. Les gravures rudimentaires sur certaines boîtes semblent confirmer cette hypothèse. La qualité de leur fabrication dépasse de loin celle des inscriptions qui les ornent. La construction magistrale et les sculptures amateuristes ne proviennent manifestement pas de la même civilisation. Les archéologues reconnus affirment que la même culture capable de réaliser une géométrie aussi précise sur du granit dur était paradoxalement incapable de précision en matière de gravure. Les quelques boîtes portant des inscriptions ne présentent au mieux que de grossières éraflures, tandis que d'autres restent parfaitement lisses, avec des surfaces quasi miroirs. Datationner ces coffres à partir des hiéroglyphes rudimentaires est manifestement erroné. Ces coffres étaient probablement destinés à un usage bien plus important que des sépultures de taureaux. Peut-être s'agissait-il de manipulations énergétiques complexes ou d'un procédé scientifique que l'humanité n'a pas encore redécouvert. Les sceptiques rejettent les théories de Hancock, soulignant l'absence de preuves de machines ou de technologies avancées dans ces structures anciennes. Ils affirment que les tailleurs de pierre égyptiens ont acquis cette maîtrise grâce à la patience, la pratique et un savoir-faire transmis de génération en génération. Or, les capacités physiques humaines ont leurs limites. Même avec un dévouement incroyable, déplacer et façonner d'énormes blocs de granit aux dimensions parfaites relève de la pure fiction. Des découvertes similaires à travers l'Égypte remettent en question l'idée que des artisans maîtrisant uniquement des outils en cuivre auraient pu réaliser ces merveilles architecturales. Il semble de plus en plus évident que les boîtes de Sapaya, à l'instar d'autres merveilles mégalithiques, possèdent des connaissances et des technologies perdues depuis longtemps par les hommes de l'Antiquité. D'autres sites archéologiques présentent des boîtes en granit similaires, d'une précision géométrique irréprochable, un exploit loin d'être facile à réaliser. On spécule également sur l'utilisation de forêts à pointe diamantée et d'engins lourds sophistiqués pour la construction des boîtes en sérapium et d'autres structures mégalithiques antiques. Mais existe-t-il des preuves? Certains le pensent. Un exemple frappant est celui d'une boîte en granit similaire, exposée au musée du Caire, présentant une unique entaille irrégulière. Au premier abord, elle semble être un projet abandonné, fruit d'une erreur. Mais l'examen de l'angle et de la profondeur de la coupe révèle une réalité surprenante quant à ses créateurs. Une telle entaille n'aurait pu être réalisée qu'à l'aide d'un outil tranchant le granit à une vitesse extrêmement élevée. Comment un ciseau aurait-il pu creuser si profondément dans du granit dur sans la force d'un marteau, qui aurait inévitablement fissuré et brisé la pierre? Considérons maintenant les marques de scie visibles sur d'autres boîtes en granit à l'intérieur du musée du Caire. Elles ressemblent étrangement à celles laissées par les scies à ruban modernes. En fait, elles suggèrent une vitesse de coupe encore plus rapide que celle que nous atteignons aujourd'hui.
Ces marques pourraient-elles témoigner d'une technologie de découpe mécanique similaire aux machines modernes de découpe du granit équipées de lames diamantées? L'idée qu'une telle technologie ait existé dans l'Antiquité paraît inconcevable, mais l'explication alternative d'un ciselage lent du cuivre et du fer est-elle vraiment plus convaincante? Il y a aussi les trous de forage parfaitement circulaires, trouvés dans divers artefacts en granit à travers l'Égypte. Comment les archéologues traditionnels expliquent-ils ces trous? Leur diamètre et leur profondeur uniforme nécessiteraient une foreuse à grande vitesse munie d'une tête à pointe de diamant. Un autre exemple est un artefact cylindrique en granit découvert près de la Grande Pyramide, gravé d'une spirale continue semblable à celle d'un disque vinyle. Comment une telle spirale aurait-elle pu être réalisée sans rotation rapide? L'hypothèse selon laquelle la civilisation égyptienne aurait simplement découvert et réutilisé les boîtes en séraphium devient de plus en plus plausible, surtout si on la compare aux gravures rudimentaires trouvées sur des boîtes, par ailleurs d'une perfection architecturale remarquable. Il semblerait que la pièce manquante soit une technologie perdue, effacée par un grand déluge ou un autre événement catastrophique qui attend d'être redécouverte. Une telle découverte pourrait expliquer non seulement l'origine et la fonction des coffres en granit de Séraphium, mais aussi la précision et la grandeur d'autres structures mégalithiques à travers le monde. Pour l'instant, les mystères qui entourent les coffres en granit de Séraphium demeurent entiers. Leur précision, le choix des matériaux, le transport et la mise en place défient toute explication claire. Pourquoi ces caisses ont-elles été traînées au plus profond d'un labyrinthe souterrain? Pourquoi avoir utilisé un matériau aussi impitoyable? Comment les parois intérieures ont-elles été aplanies avec une précision de 11/12 et de l'épaisseur d'un cheveu? Comment ces masses colossales ont-elles été transportées sur des centaines de kilomètres depuis des carrières lointaines? Comment ont-ils été transportés dans des tunnels étroits, sans place pour les ouvriers? D'où venait une telle précision mathématique extraordinaire? Et pourquoi les intérieurs étaient-ils polis à l'extrême, comme du verre, s'ils étaient seulement destinés à abriter des momies de taureaux? Pourtant, si ces boîtes ont bel et bien été construites par une civilisation préhistorique technologiquement avancée, aujourd'hui disparue, de nouvelles questions se posent. Comment ont-ils pu loger des machines dans des tunnels aussi étroits? Quelles méthodes ont-ils employées pour manœuvrer ces boîtes colossales et les mettre en place? Des théories impliquant des dieux, des extraterrestres ou des géants sont souvent avancées, mais chacune comporte son lot d'invraisemblances. La civilisation moderne attend toujours une explication rationnelle. Et faute de preuves solides, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous forger nos propres conclusions en choisissant celles qui nous semblent les plus plausibles, si tant est que cela soit possible.